Radio Red, Radio Red, Radio Red, it's on air. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. 2017, année électorale avec l'élection présidentielle, les législatives et les sénatoriales à venir. C'est ainsi toute la représentation nationale et le pouvoir exécutif qui sont amenés à évoluer, souvent critiqués, portés responsables de nos ennuis. Qu'attendons-nous de nos élus? Posture et fonction politique, cumul des mandats, rémunération, que faut-il faire pour retrouver une confiance envers les élus et leur action? Ce sont les questions que nous nous poserons ce soir. Radio Rec, Des cartes en main. présenté par Nicolas. Avec moi ce soir, Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Hugo est également autour de la table. Salutations très cher Hugo. Bonsoir à tous. On débute ce premier numéro de 2017 avec notre débat carte sur table. Et au nom de toute l'équipe de Descartes en main et de Radio Rec, je vous souhaite une très belle année 2017, riche en débats et en aventures, que celle-ci vous apporte le meilleur. Et des vœux, on en a eu et on en aura encore en ce début d'année. La classe politique se plie volontiers à cet exercice et justement nous nous intéressons ce soir à nos élus. Nous allons être appelés aux urnes au printemps pour désigner le président de la République et nos députés. Revenons pour commencer sur le rôle de nos élus et déjà sur la professionnalisation de la vie politique, Hugo, de plus en plus. Oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de gens qui font de la politique un métier, que ce soit les élus ou bien simplement les gens qui travaillent au sein à la fois des organes de la vie publique ou des partis politiques ou quoi que ce soit qui a à voir avec la politique. Voilà, de plus en plus de gens ont un salaire finalement et une carrière qui est liée à la politique. Il y a un nombre certain d'apparatchiks, même si les partis ont un peu la vie dure, du moins les grands partis, je dirais. Il y a quand même un certain nombre de gens qui aspirent à les rejoindre et à finalement faire carrière plus ou moins à l'intérieur de ces partis, voilà, et à leur service. Il y a aussi cette question de plus en plus du cumul des mandats sur lequel on pourra revenir plus tard, le cumul stricto sensu et le cumul dans le temps aussi. Et ce cumul dans le temps, c'est bien la preuve que les gens font carrière dans la politique. Et puis enfin, un dernier point qui me semble important, c'est que quand on parle de professionnalisation, on doit parler aussi de formation. Parce que si c'est un emploi, si c'est quelque chose de professionnel, les gens sont formés et ils ne sont pas formés simplement au sein des partis politiques ou de choses comme ça, ils sont formés à l'université. Il y a le cas ici à l'UPM, la création d'un master métier du politique qui témoigne, s'il le faut, que la politique est devenue un métier. Alors normalement là, dans la démocratie, on a des gens qui sont désignés donc élus par le peuple pour les représenter dans cette démocratie dans laquelle on s'inscrit. On a l'impression que c'est quand même de moins en moins le cas et comme tu disais qu'il y a de plus en plus de politique. François Hollande, dans sa campagne pour devenir président de la République en 2012, avait martelé un certain nombre de messages sur la transparence de la vie politique, sur le non-cumul des mandats. Et on en a entendu parler aussi un petit peu pendant tout le quinquennat, mais sans avoir finalement l'impression qu'il se passait grand-chose dans les faits, dans les textes votés par les parlementaires. C'est vrai que c'était une des grandes lignes du programme de François Hollande en 2012, c'était voilà, la fin du cumul des mandats. On en avait marre des députés qui étaient aussi maires et présidents d'agglo et puis président de région, voilà, vice-président du département et compagnie. Quoi encore oh mince, qu'est-ce que j'entends? J'entends qu'on a un ministre de la Défense qui est aussi président de région, hein, Jean-Yves. Voilà, donc c'est une question qui est importante, qui est semblée importante pour François Hollande, mais il y a toujours des exceptions à la règle, et la difficulté qui a été celle de la mise en place de cette réforme vient, je pense, du fait même du système, dans le sens où ce sont les députés qui doivent en quelque sorte se tirer une balle dans le pied en restreignant ce cumul des mandats. Et beaucoup ne le veulent pas parce que justement c'est leur vie, c'est leur carrière. Et ce qui m'agace dans ce refus
du non-cumul des mandats, c'est le fait qu'un certain nombre de personnes sont exclues de la vie publique. Marc, l'homme politique se considère comme providentiel, c'est ce que l'on peut interpréter de ce qui se dit dans le débat actuel dans les médias. À l'inverse, Hugo dit que l'on se prive de bonne volonté et sûrement de compétences en laissant le cercle fermé. Avec Nuit debout, avec l'engouement des primaires à droite et tout ce qui peut encore y avoir à redire, on se rend compte qu'il n'y a pas un rejet de la politique, mais bien des évolutions et un ras-le-bol de certaines choses, non ? Y a un ras-le-bol de la politique, de cette politique-là, la politique politicienne. La politique, elle est transcourant. C'est pas de gauche, c'est pas de droite. C'est le fait de vouloir gouverner par certaines idéaux, la cité en ce sens que les espaces périphériques, les centres également. C'est le fait simplement de vouloir organiser la ville et d'avoir des idées, des propositions pour faire la ville et penser les sociétés. Et on voit bien aujourd'hui que beaucoup de mouvements se politisent, mais on peut dater la politisation de beaucoup de mouvements depuis mai 68. Globalement, c'est un peu ça l'idée. Alors ça prend, c'est vrai, des formes des fois très contestataires, d'autres beaucoup plus nuancées, d'autres centristes, etc. Mais on remarque aujourd'hui que, en tout cas, et on le voit aussi au niveau international, qu'il y a un refus qui n'est plus forcément le fait des politiques, mais du politique, mais un refus global un mouvement de contestation qui vient du bas, justement, contrairement à ce qu'on a toujours l'habitude, qui vient plutôt vers le haut. Et là, on a une forme de contestation qui part du social, des sociétés, des masses, on peut dire ça comme ça, et qui malheureusement, c'est ça le drame de ces mouvements, qui sont souvent reprises et repiquées par deux personnes qui après font leur vie là-dessus. On l'a vu avec le mariage pour tous et Nuit debout notamment. On reste dans l'actualité. Quand on a Jean-François Copé sur France Info cette semaine qui dit qu'il ne faut pas, que le risque de non cumuler le mandat de député avec le mandat de conseiller de maire par exemple, comme il y a souvent, du coup si on ne cumule plus, on va avoir des députés hors sol, alors que rien n'empêche un député demain, s'il n'est pas maire, et d'ailleurs il y en a qui n'ont pas forcément de mandat local exécutif, rien ne les empêche de faire les marchés le week-end, d'avoir des permanences, d'être sur leur terrain, de même que d'être conseiller municipal, d'être conseiller divers. Ce n'est quand même pas hors sol. Ah oui, non, ce n'est pas être hors sol. Effectivement, je pense qu'il y a des individus qui n'ont pas forcément des mandats et qui peuvent être proches de la population. D'ailleurs, c'est la seule solution, parce que l'attachement politique à une commune est, selon moi, antinomique avec la conception de représentation de la nation. Là où, peut-être, Copé a raison, c'est qu'évidemment, le Parlement français, ce sont des gens qui parlent, des députés qui parlent au nom de la nation. Et pour mieux comprendre la nation, il faut bien évidemment s'inscrire localement, territorialement, régionalement, comme on veut. Donc effectivement. Par contre, ce pouvoir de représentation s'arrête à partir du moment où on a un pouvoir sur la localité en question. Je pense que, bon, on parlait des conseillers municipaux, et encore, je trouve qu'il y a quand même une attache selon moi. Mais on peut tout à fait penser que des gens qui sont non politisés au niveau local ont en fait dans leur mode de vie une connaissance globale de la société, de la sociologie de la ville, de tout ça, et qu'ils peuvent être totalement aptes, et même beaucoup plus aptes, selon moi, à exercer un mandat de député qui, du coup, ne s'oppose pas avec l'attachement politique et, du coup, quasi juridique qu'on a vis-à-vis de la ville, tout simplement. Aujourd'hui, si on va plus loin, est-ce qu'on ne peut pas déplorer le peu d'investissement qu'ont les élus finalement, puisque ils sont représentants soporifiques, j'ai envie de dire. Ils interviennent sur des inaugurations, à la télé, sur des manifestations. Est-ce qu'ils vont suffisamment loin dans leur mandat et j'ai presque envie de dire, s'ils vont pas suffisamment loin, est-ce que le non-cumul n'est pas une opportunité pour avoir demain des élus pleinement investis ? Le fait est que normalement la raison devrait l'emporter, et effectivement si on devait prendre son travail à bras le corps et de manière complète, il faudrait bien évidemment siéger tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal aujourd'hui de voir l'hémicycle totalement vide pour certaines questions, lorsque parce qu'on le voit souvent, des projets de loi peuvent mettre pendant les nuits des heures et des heures à être votés pour être affinés, etc. Il est bien évidemment pas normal que les 577 députés ne soient pas présents. Alors je veux bien, il peut y avoir des maladies, des contretemps, c'est tout à fait possible, mais de
là à avoir des hémicycles qui sont quasi vides, ou alors pour les grandes questions de société qui se remplissent à vue d'œil, c'est pas normal. Effectivement, on peut dire que le non-cumul serait une opportunité pour ces gens-là de pouvoir rester à l'hémicycle. Mais j'ai envie de dire, il faudrait prendre le problème en amont. C'est quand même très étrange et même assez agaçant de voir des gens qui souscrivent au cumul des mandats, en sachant pertinemment qu'ils ne vont jamais y siéger. Je veux dire, au nom de ceux qui vous ont élus, c'est quand même assez dramatique de voir à quel point on accepte un travail en le faisant à moitié, et encore peut-être à moitié, c'est peut-être encore les bons députés, justement, s'ils y sont là à mi-temps. Pardon. Alors on parle des députés, c'est vrai que député est un travail entre guillemets à plein temps, et d'ailleurs il a son propre régime, on y reviendra. Les députés aujourd'hui doivent siéger en tant que députés, se représentent donc, vont dans les médias, et comme je le disais à l'instant, vont faire des manifestations diverses. Ils participent aux travaux des commissions, donc normalement ça justifie un temps, enfin ça justifie un emploi du temps complet. D'ailleurs un député disait cette semaine au micro d'une télévision que les 35 heures, eux, ils le font en 2 ou 3 jours dans la semaine, donc voilà, ça se justifie pleinement, et on peut comprendre que normalement on ne puisse pas cumuler. Et rappelons aussi que les élus locaux ont eux aussi tout un tas de réunions, des syndicats, des réunions communautaires parfois à réaliser. Justement, si on a peur de ne pas avoir assez d'élus, c'est un peu ce que sous-entendait des Copé en disant si on n'a pas, si on fait le non-cumul, on risque d'appauvrir la politique, d'avoir des députés hors sol, comme je disais. Est-ce que l'idée derrière ça, c'est pas de réduire les strates, puisque voilà, aujourd'hui on veut tout, on veut garder plein de strates pour nourrir tout le monde. Est-ce que en réduisant le nombre de strates et donc forcément d'organes politiques, je pense par exemple soit au département ou à d'autres, chacun aura son idée là-dessus, sans cibler une strate du millefeuille administratif français. Mais est-ce que voilà, ce n'est pas là la solution aussi, si on a peur de ne plus avoir assez de volontaires pour être demain élus sans cumul des mandats, est-ce que l'idée ce n'est pas de réduire le nombre de mandats? Non, je pense au fond que la question est de savoir si aujourd'hui la notion de député est une notion et une conception du taux de travail qui doit être propre à quelqu'un qui a un niveau politique, professionnel, qui dépasse le cadre du kidam lambda. Je pense qu'on peut tout à fait envisager les députés, au même titre que les ministres ou même le président, ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. On peut tout à fait envisager que les députés soient tout simplement des représentants du peuple, d'un organe, enfin sans organe politique justement. Je pense qu'on serait peut-être plus représentatif. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, un candidat qui n'a pas de parti, c'est un candidat qui n'existe pas. Et on voit bien, c'est les grands partis politiques qui l'emportent. Alors les gens votent pas forcément pour la personne, mais parce qu'ils disent oui, ils viennent de la droite, donc c'est un grand parti, donc ils feront ceci, ils feront cela. On le voit d'ailleurs au niveau des frondeurs qui sont à chaque fois vitupérés parce qu'ils ne suivent pas la ligne du parti. Mais j'ai envie de dire, si des députés sont des représentants d'une partie de la nation, ce sont avant tout, ils sont libres de leur choix. Et le fait d'être encarté dans un parti et de suivre la mouvance du parti sous prétexte qu'on adhère et qu'on fait partie de ce parti-là, ça me semble totalement antinomique. C'est-à-dire que on est élu par des gens, mais on suit non pas l'avis des gens qui nous ont élus, mais l'avis du parti pour lequel on travaille ou lequel on adhère. Et je pense que le premier problème est là. Mais pour revenir pleinement à ta question, peut-être qu'en supprimant certaines strates, on libérerait des échelons, on limiterait peut-être le nombre, quoique, de personnes qui gèrent la cité, et que ça pourrait engendrer une requalification peut-être du poste de député. C'est tout à fait possible. Mais je pense qu'avant de régler ça, il faudrait peut-être régler le problème de la représentativité. Alors on a parlé de nos hommes politiques un petit peu comme ça, directement dans le vif. La fonction politique, on peut considérer aujourd'hui qu'elle devient un métier, qu'il y a et qu'il y a d'autres métiers autour d'elle-même. Et ça, ce n'est donc pas de ton goût, Marc. Ben non, c'est tout à fait logique. Alors je comprends bien qu'il faut des formations, je comprends bien qu'il faut des compétences. Bon, tout ça est bien. Mais quand on sait aujourd'hui que les représentants ne font pas le quart de ce qu'ils disent qu'ils font, on peut comprendre que ceux qui sont dans les postes et qui ne sont pas des représentants peuvent tout à fait
eux, être des professionnels de la politique. Mais alors, du coup, on dira qu'ils font partie de l'administration ou du gouvernement. Enfin bref, il y a tout un ensemble comme ça qui est assez bizarre, c'est-à-dire que ces gens-là sont censés nous représenter, ils sont censés mettre en œuvre et en scène par d'autres personnes ce pourquoi ils sont là. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait des compétences pour ça. C'est ça le grand problème, c'est qu'on a le principe des secrétariats, des ministres, ou même pas, les ministres c'est encore un mauvais exemple, mais en tout cas ceux qu'on ne voit jamais, eux oui, il y a des compétences à avoir, mais pour être représentant, je ne pense qu'il en faut tout simplement pas. Alors, je vais peut-être demander des précisions, parce que aujourd'hui, pour moi, il y a une espèce de chose à relever dans le fait que on a à la fois des spécialisations, une professionnalisation dans le cadre de la politique, où on a de vrais hommes politiques, communicants, qui sont censés s'intéresser à leur dossier, et d'un autre côté, il y a véritablement toujours, encore et encore, le renforcement de ce qu'on appelle la technocratie, c'est-à-dire les agents techniques de différents grades, qu'ils soient cadres, techniciens, voilà, mais au sein des ministères, au sein des différents secrétariats, dans les cabinets, dans les équipes des différentes collectivités, partout il y a des techniciens savants qui sont censés accompagner les élus, ils sont de plus en plus nombreux. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre cette professionnalisation de la vie politique, c'est-à-dire des gens finalement qui ne font que ça, et d'un autre côté, des équipes toujours plus grosses, toujours plus techniques sur les sujets, et finalement, pour donner un résultat, et après je vous laisse débattre, pour donner le résultat final qui est que le politique lui-même ne sert qu'à faire passer un certain nombre de messages, et que ce sont ces équipes qui travaillent derrière. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème là-dessus ? Bah si on enfin, désolé Hugo, mais si c'est évident, c'est-à-dire que ces personnes dont tu parles, enfin je faisais pas référence directement à elles, mais c'était celles dont je parlais qui étaient justement les non visibles du pouvoir. Donc là où je place la représentation, moi l'idée c'est d'avoir des propositions, donc je pense qu'il faut maîtriser un petit peu l'idéologie, mais on voit bien qu'aujourd'hui on a une idée matérielle de la chose et pas une idée politique, et voire idéologique, voire peut-être même spirituelle, je veux dire, dans l'idée qu'il faut un petit peu remettre la politique dans son bon droit, qui est avant tout une affaire d'idéologie. On a perdu ça, on a dit que l'idéologie c'était pas bien, que ça menait à la guerre, forcément, avec le XXe siècle qui est passé par là. Mais je pense tout simplement que aujourd'hui, tu as dit dans ton introduction que faut-il faire pour que les politiques, en gros, que faut-il faire pour que ça change, pour qu'il n'y ait pas une défiance vis-à-vis du politique. Non, c'est pas à nous de faire quelque chose. C'est tout simplement que les élus doivent-ils faire pour que ça change. Moi, je considère effectivement la bizarrerie dont tu as eu évoqué, qu'il y a de plus en plus de personnes qui travaillent à l'intérieur même, alors que ceux qui sont censés nous représenter sont eux aussi de plus en plus formés. C'est un peu l'idée. Donc oui, il y a un réel problème là-dedans. Et ce qui est très dérangeant, c'est que les personnes qui ont le plus de pouvoir, et donc je suppose les meilleurs salaires, sont également celles qui font le moins de choses en soi. Et qui en plus ont un double affect, c'est-à-dire que non seulement ils font moins de choses que ceux, je pense, qui sont en dessous, mais en plus ils ont quand même une responsabilité vis-à-vis de ceux qui les ont élus. Mais ça, on a l'impression que tout le monde s'en fout maintenant. C'est-à-dire vous regardez, ceux qu'on avait reçus, je vais pas les tacler derrière parce qu'ils sont pas là et je préfère les faire devant eux. Mais des gens qui nous font savoir qu'effectivement les politiciens n'arrivent plus, il y a une défiance, donc ce qu'il faut c'est redorer le blason au niveau de la communication. Je suis désolé, la politique c'est on fait des choses donc on est capable. Et je terminerai là-dessus en disant... Tu faisais juste référence aux deux personnes qui étaient avec nous et qui venaient d'un master de l'UPEC il y a quelques semaines lors de la première des cartes en main au mois de décembre. Je te laisse terminer. Oui, et je sais plus ce que je voulais dire. Merci Nico. Bon Hugo, vas-y. À couper la parole des hommes politiques, voilà. Hugo. Je pense pas qu'il y ait une dichotomie, je pense que c'est deux choses qui sont complémentaires. On le voit très bien, il y a des passerelles. Emmanuel Macron était un conseiller de François Hollande, il est devenu ministre, il est aujourd'hui... Ah mais ça conforte ce que je dis, excuse-moi je te laisse continuer mais... Alors je ne sais pas si ça conforte, il était, conseiller de François Hollande, donc dans l'ombre, il est passé ministre et il est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. À côté, Marc me vole mes notes en plus, mais du coup, je perds le fil de ce que je disais. Oui, et Marc parlait tout à l'heure de communication. Il critiquait le fait que il y avait des communicants qui se perdaient à ignorer l'idéologie et puis finalement à croire ce sur quoi ils communiquaient. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui continuent d'y croire et la politique a beaucoup à faire, je pense,
aussi avec la conviction. Il y a une part de cynisme, notamment chez les communicants politiques, il ne faut pas le nier, mais il y a une partie des gens qui croient dur comme fer au bienfait, je dirais, de la politique en tant que telle, et en outre, qui croient à ce qu'ils disent en tant que représentants d'un parti ou d'une mouvance politique. Donc, pour revenir à ta question, parce que j'ai fait un petit écart sur la dichotomie ou non entre administration et politique, je pense que si on prend l'exemple que je citais tout à l'heure de ce master en métier du politique à l'UPEM, ça fait un peu de pub à l'UPEM par ailleurs, mais voilà, il en existe d'autres, plein d'autres de masters sur la politique. La politique, c'est large, et donc il va y avoir des gens qui seront plus sur le front, je dirais, sur le devant de la scène médiatique, et il y a des gens qui vont travailler davantage dans l'ombre, en tant que communicant, en tant que conseiller, en tant que technocrate, voilà, tout dépend comment technicien, on veut bien technocrate les appeler, étant voilà, la manière péjorative de les considérer. plus neutre. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a énormément de gens, et je pense que cette professionnalisation de la politique englobe toutes ces données-là. Alors, pour te répondre, juste puisque je suis intervenu dans ta réponse, quand on prend le cas Macron qui serait passé du technique au politique, j'ai envie de dire, là où je reprends, c'est que créer une profession politique alors qu'il existe tout ce qui est lié à la communication, qui serait la manière de faire passer les messages, et d'un autre côté, des techniciens très, très, très bien éclairés sur des sujets thématiques, je sais pas moi, l'économie, le sport, et passe encore, voilà, est-ce que considérer la politique, normalement, c'est laisser un savant ou un non-savant, mais juste issu du peuple, décider. Donc ça, c'est le fondement, c'est-à-dire n'importe qui peut se présenter au suffrage, être élu et représenter ses semblables, ou est-ce qu'on a un spécialiste de la question, mais qui finalement, où devient l'intérêt d'avoir un conseiller en communication, un conseiller sur l'aspect technique, voilà. Quand on parle de professionnalisation, c'est-à-dire que finalement, ça va être le nouveau sujet qu'on va ouvrir, quand on passe de professionnel de la politique avec la rémunération qui va avec, également, et qu'on a la carrière qui va avec, voilà. Est-ce que ça doit être organisé ou est-ce qu'on doit simplement constater être arrivé dans un système où il y a un flou et où on ne sait plus qui prend les décisions derrière et où on en arrive à parler ou de technocratie, voilà, et où les uns se jettent la pierre sur les autres et voilà ça. Comment dire, je pense pas que ça soit aussi simple que ça, dans le sens où, certes, on a l'impression qu'avec notamment l'Union européenne, il y a une technocratie et que le politique, comme on l'entendait auparavant, n'existe presque plus. Il est effacé devant les techniciens. C'est le cas dans certaines structures. Alors même qu'il y a dans l'Europe en réalité des parlementaires européens, qu'il y a les États qui sont représentés par les présidents et les ministres. Les réunions ne se font pas entre techniciens, elles se font avec les représentants de tous les États. Il y a une mauvaise vision de cette Europe, par exemple. C'est l'exemple même de la mauvaise image que l'on donne de la politique, alors que ce n'est pas forcément justifié. Soit une mauvaise image, soit une mauvaise structure, une mauvaise organisation de l'Union européenne. Je pense que c'est là que le bas blesse davantage. Mais ce constat-là n'est peut-être pas aussi vrai au sein des territoires nationaux, je dirais. Certes, il y a de plus en plus de conseillers, mais ça ne veut pas dire que les conseillers ont le dernier mot. Je pense que les conseillers sont largement utilisés par les ministres qui en usent et en abusent, et il y a un directeur de cabinet, et quand ça ne va pas, on vire le directeur de cabinet. Ça aussi, je pense qu'il faut l'entendre. On parle peut-être assez peu des conseillers qui se font licencier, à part quand c'est le conseiller du président ou le conseiller du Premier ministre, où là, ça retentit avec éclat. On se rappelle d'Aquilino Morel qui avait été licencié, qui était l'ancien chargé, en gros conseiller à la communication, et chargé des discours de François Hollande, qui avait été licencié avec fracas. Là, on en entend parler, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se trament en coulisses, et
Et c'est là que je pense que le politique a peut-être l'avantage. Marc, tu souhaitais répondre il y a quelques instants à Hugo sur ce qu'il disait. Ouais, enfin, Même on a voler. dit longtemps. Ah oui, Non, j'ai pas pris ton on est téléphone. venu à voler mes notes. Ah oui, non, oui, je réponds à tes questions en même temps, évidemment. La question était donc sur cette question de rémunération et de la professionnalisation, et c'est vrai que, en principe, et je rebondirai là-dessus, la professionnalisation est caractéristique aujourd'hui de quelque chose qui, en soi, ne sert à rien. Déjà, on a aujourd'hui beaucoup de connaissances intellectuelles dans n'importe quel champ, et on voit qu'on n'arrive pas à les pratiquer sur le terrain, de manière empirique. Et on le voit très net, hein, la formation et la pratique, c'est quelque chose de totalement différent. Si bien qu'aujourd'hui, on remarque, notamment dans la sphère politique, parce que c'est le sujet qui nous intéresse, on remarque qu'il y a une plus grande formation, professionnalisation des élus, mais que c'est également le moment où ce qui est dit avant les campagnes est le moins réalisé. Donc là, c'est un paradoxe encore plus grand. C'est-à-dire qu'ils sont formés, ils sont professionnalisés à ça, on estime qu'ils devraient être en mesure de savoir si oui ou non ce qu'ils disent est réalisable sur le terrain ou non. Déjà, premièrement, c'est une première aberration. Ensuite, Hugo parlait des personnes que je déteste absolument. Enfin, pas en tant que personne, mais en tant qu'intellectuel, ou même tout simplement en tant qu'individu citoyen. Ce sont ce qu'il appelle les partisans parce qu'ils croient. Croire, c'est très bien. Mais la raison est encore au-dessus. Parce que quand tu crois, tu ne sais pas. Justement, je ne vais pas faire de l'épistémologie là-dessus. Mais je veux dire, le fait qu'ils croient à des choses, c'est déjà symptomatique du fait qu'ils ne savent absolument rien et qu'il y a une forme déjà de faiblesse là-dessus. Ils vous disent qu'ils ont des convictions. Très bien, ils peuvent avoir des convictions. Mais quand le réel s'impose à eux, quand on voit qu'il y a des élus qui ne respectent pas ça, les discours et les programmes depuis un certain nombre d'années, je ne comprends pas encore aujourd'hui comment il peut y avoir des partisans. Au niveau national, j'entends, des grands partis. Je ne comprends pas. Et je terminerai là-dessus. Pour parler de ce que j'appellerais, moi, c'est des fanatiques. Le système de partisans est, moi, quelque chose qui me fait peur. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont un espèce de voile, des œillères qui vont dans une direction, qui ne regardent pas à côté. C'est ça qui est très dangereux. Et pour moi, ça les éloigne de l'idée qu'ils soient des citoyens. Et j'ai encore oublié ce que... Non, c'est bon, je sais sur quoi rebondir. Et regardez, l'élection, comment elle va se passer aujourd'hui? L'élection, elle est professionnalisée, etc. On pense qu'on a le choix, qu'on a différents programmes, etc. Mais quand on prend le cas du Front National, par exemple, on voit bien qu'il y a un ennemi qui est institutionnel, parce qu'il est institutionnel. C'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est un ennemi, tout le monde lui crache sur le Front National. Alors, vous savez que je ne vote pas pour le Front National, et d'ailleurs, le fait que je dois préciser que je ne vote pas pour le Front National pour aborder ces questions-là est déjà symptomatique du fait que la démocratie dans notre pays ne va pas très bien. C'est toi qui fais le choix de le dire. Non, mais il y a toujours des pincettes à prendre. En tout cas, il y a un ennemi qui est institutionnel, et sur lequel tout le monde crache dessus, et tout se joue au premier tour. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée des communicants, c'est de faire tout en sorte surtout que le Front National ne passe pas. Et on voit bien à droite-gauche, c'est toujours contre le vampire FN qui risquerait de passer. Donc l'élection aujourd'hui se joue au premier tour, alors j'estime qu'on devra avoir un choix déjà beaucoup plus multiple, que les 500 signatures de maire devraient ne pas exister, ce serait déjà beaucoup plus démocratique, si on considère bien entendu que ces représentants soient avant tout des représentants qui veulent faire appliquer par d'autres personnes, qui elles sont des professionnels, des décisions politiques. Or là, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on le sait, la chasse au cumul des mandats est ouverte. Dans l'opinion française, les gens n'en veulent pas de ce cumul des mandats, considérant, à juste titre, qu'un député a largement de quoi faire en étant député et il n'a pas besoin d'être maire, qu'un maire lui-même n'a pas besoin d'occuper d'autres fonctions, car par le fait qu'il est maire, il est présent dans des syndicats, dans des réunions de présentation, à l'intercommunalité, et voilà. Aujourd'hui, et il peut être tout à fait, puisque le non-cumul des mandats concerne souvent des exécutifs, on peut très bien être maire et conseiller départemental, siéger au conseil départemental sans pour autant être président ou vice-président. Ce non-cumul, aujourd'hui, il vous paraît justifié ou vous seriez plutôt du côté de ceux qui considèrent que pour être un bon député, il faut aussi avoir un mandat électif local et agir sur son territoire? Et comme tu as commencé à le dire, on peut être tout à fait implanté localement sans être président d'un conseil départemental ou d'un conseil régional. On peut simplement être élu au sein de ce conseil, on peut être élu au sein d'une mairie, et voilà, ça peut suffire. Vous ne serez pas moins implanté parce que vous êtes maire. Vous pouvez autant faire le travail sur le terrain, aller sur les marchés si vous le voulez, mener des politiques au sein d'une municipalité ou qu'est-ce, et être sur le plan national, député, ministre ou ce qui vous chante, ou sénateur. Mais voilà, c'est pas incompatible et vous n'avez pas besoin d'être à la tête partout.
Marc, t'avais pas l'air d'accord. Ah non, moi je suis absolument contre. Alors d'un point de vue théorique, bon, je reviens pas dans les détails, mais le national et le local s'opposent. Vous pouvez pas être représentant de ceci et représentant de la nation, enfin le représentant local et représentant de la nation. Ça c'est un point de vue théorique, je développe pas trop. Ce serait intéressant que tu nous dises ce que tu entends par cela, parce que là, c'est pas clair. Les députés ont sont sur une circonscription et ils ont une antenne locale. C'est la logique qui est celle de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Non, moi ma logique, c'est effectivement quand on est député et qu'on parle au nom de la nation, parce que vous êtes élu localement, on va dire ça comme ça, mais vous êtes représentant de la nation, c'est-à-dire que vous n'avez que faire de votre région, de votre local, etc. Vous êtes représentant de quelque chose de plus vaste et vous parlez au nom de la nation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler au nom de cette région, de ce département, n'importe lequel, vous devez parler au nom de la nation. Et moi je vois, je vois une opposition totale entre avoir un ancrage local et avoir un ancrage national. Quand vous êtes dans le local, même si vous êtes élu ou conseiller, etc., vous avez une appartenance théorique et même pratique à une localité qui ne parle pas au nom de la nation. Et quand vous êtes député, vous ne devez pas raisonner en fonction de ça, vous devez raisonner au nom de la globalité du territoire. Et je suis désolé, on a vu d'ailleurs plusieurs fois que ça peut poser un certain nombre de problèmes, et notamment pratiques, parce que un maire d'une... Alors, bon, moi j'ai l'exemple, mais un maire qui est député n'est pas souvent présent dans sa ville. Moi je le remarque mais ça, on personnellement. ne dit pas le contraire, hein. On parle simplement de... Alors, justement, on parle du non-cumul. Oui, mais c'est très bien, mais c'est ce que je dis. Ce que je veux dire sur la fonction de député. Quand vous êtes député, vous représentez une circonscription, c'est-à-dire que vos référents, finalement, ce sont les gens sur le local. Donc c'est pour ça que l'appui local est, à mon sens, important. Mais pas indispensable, peut-être. Peut-être pas indispensable, et c'est pour ça que je distingue dans ce cumul le non-cumul de, de fonctions exécutives. C'est-à-dire ne pas cumuler ce qui est dans la loi finalement, ne pas cumuler député et maire. Mais on peut très bien être député et conseiller municipal, ce qui est une fonction beaucoup plus restreinte. Qui n'est que de participer aux conseils municipaux, donc une fois par mois dans la plupart des villes. Et vous n'êtes pas obligé d'être présent à tous les conseils municipaux, mais simplement d'avoir un ancrage et d'avoir une légitimité au niveau local qui vous permet d'être présent, d'être informé des choses qui se passent dans votre ville, effectivement. De garder peut-être ce lien qui existait auparavant. Pour terminer, messieurs, et Hugo, tu en as parlé tout à l'heure, le cumul des mandats dans le temps. C'est une petite nouveauté. On parle de plus en plus de revenir à un septennat, mais unique. Voilà. Alain Juppé, proposait de ne faire qu'un seul mandat. Ensuite, Nicolas Sarkozy l'avait repris à son compte. François Hollande lui-même n'a fait qu'un seul mandat, mais finalement, on est en train de se dire, est-ce que ça n'a pas été, malgré tout ce que tout le monde peut penser du bilan de François Hollande, et ça c'est propre à chacun, mais derrière, est-ce qu'on se dit, finalement, ça a été trop court ? Et que un mandat unique de François Hollande, de toute façon prévu par la loi de 7 ans seulement, lui permettant de s'installer dans le temps et de faire ses réformes, est-ce que ça n'aurait pas été mieux ? Non, je pense que pour François Hollande, malheureusement pour lui, le problème n'était pas là. Il était, je pense, condamné par l'opinion publique et c'était trop difficile, même en 7 ans, de pouvoir remonter finalement dans l'estime des gens et pouvoir, de manière sereine, je pense, mener une politique. Je pense que l'opinion publique a eu un effet assez violent sur la manière dont elle a eu à gérer la politique. Je ne pense pas que pour son cas personnel, un changement vers un septennat unique aurait changé grand-chose. Ça ne m'empêche pas de soutenir cette proposition d'un mandat à la fois plus long mais unique, parce que, comme tu commences à l'esquisser, je crois, ça permettrait d'être plus serein vis-à-vis de justement ces 7 ans, 8 ans, je ne sais pas quelle serait la durée, quoi qu'elle soit, d'être plus serein face à ce mandat. Et puis, alors, de ne pas avoir la peur d'avoir ce combat qui est assez décrié d'avoir fini une élection et d'en commencer une autre juste après, finalement d'être en campagne perpétuelle, et puis d'avoir plus de temps pour simplement mener ce programme qui est, je pense, parfois intenable. On a, Marc, tout à l'heure critiqué ces programmes qu'on ne respecte pas. On a une course à l'échalote pour les programmes, c'est à qui proposera le plus et qui fera le moins en fin de compte. Donc il faut aussi être un peu plus raisonné
dans sa confection des programmes, mais le système politique, je crains, force les candidats à proposer de plus en plus et à ne pas vouloir aussi, certes, réaliser le quart, comme disait Marc. Marc, même regard sur cette question qu'Hugo ou... Oui, mais je pense pas qu'il faudrait forcément un septennat. Moi, quand les gens me disent il n'y a pas assez de temps, 5 ans, euh, je vois pas pourquoi. Il y aurait beaucoup moins de temps, plus de temps. Je vois pas l'idée. Si on affirme des choses dont on sait qu'elles sont réalisables, on peut les réaliser, je pense, suffisamment dans ce temps-là. Sinon, ça veut dire que ce qui a été fait de 2002, pardon, depuis 2002 n'est qu'une vaste... Bien sûr, depuis 2002, on revient toujours en permanence en arrière, en avant, en arrière, on change tout et on n'a jamais le bilan du quinquennat précédent. Enfin, c'est mon point de vue, mais voilà. Non, Franchement, je ne peux pas être d'accord avec toi sur cette non, question-là. Mais tant voilà. mieux, heureusement. Mais moi, je trouve non, que si les réformes passent, c'est pas parce qu'il y a des changements de couleur politique que ça, c'est tout à fait logique. Je veux dire, si celui d'avant, ça change, et après ça, oui, ça change, tant pis, c'est le peuple qui va voter, qui a décidé ça. En 5 ans, je suppose je suis désolé, selon moi, on a largement le temps de pouvoir faire ce qu'on pense qui est réalisable, normalement. Sur l'autre facette de la question, les mandats reconductibles, jusqu'à quel point on peut aller ? Alors, au niveau présidentiel, de toute façon, je considère qu'un mandat, ça suffit très largement. Donc le mandat de 5 ans suffit ? Oui. En fait, si vous voulez, tout est possible à condition d'avoir des personnes honnêtes. Des personnes qui prennent leur travail de bout en bout sans penser à ce qu'ils vont faire après. C'est ça le grand problème. Alors, si on avait des personnes honnêtes, on pourrait tout à fait envisager un cumul, enfin des cumuls, là c'est 2 ans, mais on pourrait tout à fait, pourquoi pas, envisager quelque chose de plus long. C'est tout à fait pensable, sauf qu'aujourd'hui, c'est la grande question que je me pose notamment, c'est de savoir si le pouvoir corrompt ou au contraire il faut être corrompu pour pouvoir aller au pouvoir. Et ce que je me pose comme question, c'est de savoir si les gens est-ce qu'on peut pas trouver quelqu'un, un petit peu à l'image de Cincinnatus, qui prendrait ses charges et puis après s'en irait pour enfin, j'ai fait mon travail et hop je pars. Donc en tout cas aujourd'hui dans la conception actuelle de la politique, à savoir la réélection au bout de 2-3 ans de pouvoir, et du coup après c'est la campagne, on rebascule sur de la campagne, donc de la politisation et non pas de l'exercice du pouvoir, là il faut limiter à 1 an. Par contre, si on est dans une logique tout à fait honnête, tout à fait, ce qui en soi est très utopiste, mais dans la version idéale, on pourrait reconduire, peut-être pas ad vitam aeternam, parce qu'il faut que la possibilité puisse changer, mais si le peuple décide librement, pourquoi pas, encore une fois, il faudra en parler. Pour les mandats plus locaux, encore une fois, je pense que on peut tout à fait envisager une reconduction de 2 ans, je pense. Et puis à un moment, il faut laisser la place à d'autres, comme c'est le cas déjà. Une reconduction, un deuxième mandat, Un deuxième mandat, pardon. On peut tout à fait penser la chose. Encore une fois, la question n'est pas de savoir combien de temps le mandat va durer ou combien de fois il est reconductible ou non. La question est de savoir si les personnes qui sont en charge de ce mandat sont des personnes qui respectent les engagements pour lesquels ils ont été élus, qui respectent l'exercice du pouvoir dans son entièreté, c'est-à-dire 5 ans, c'est 5 ans, et ne pas dire j'en fais 2-3, puis après bon je délègue, et puis je fais ma campagne, etc. Voilà, c'est plus là-dedans que la politique se joue au quotidien, parce que je pense que si on était dans des personnes du quotidien, des gens du quotidien, je pense que la question de la reconduction se poserait même pas. S'il pensait que quelqu'un serait plus apte que lui à le faire, je pense qu'il déléguerait. Le mandat d'élu serait donc un acte citoyen, mais auquel on ne fait que passer. Oui, mais c'est ça la politique au sens originel du terme, hein, c'est celle-ci, c'est l'original, et je pense que, alors évidemment le modèle athénien n'est pas le meilleur qui soit pour diverses raisons, mais je veux dire dans la conception actuelle, la politique c'est servir la cité, c'est servir la société, c'est pas se servir soi-même, son image ou sa communication, l'image qu'on peut avoir, etc. C'est se faire élire pour répondre à une question, comme Cincinnatus qui répond, qui s'en va après désormais. Et je pense que ça ne doit être que ça. Mais est-ce que c'est compatible avec nos institutions ? Oui, à condition de revoir totalement la sociologie de nos institutions, à condition de ne pas avoir des professionnels, à condition d'avoir des techniciens qui, eux, en fait, ont tout à fait le droit et l'obligation de devoir perdurer, parce qu'ils sont là pour ça, mais des gens qui sont dans des idées. Si le corps social français bouge entre 5 ans, 7 ans, 10 ans, il faut effectivement que les techniciens restent, parce que c'est eux qui font appliquer les idées des élus qui sont élus pour ça, mais il faudrait revoir donc la sociologie des institutions. Je pense que ça serait en accord, à condition bien sûr d'avoir des gens qui ne sont non pas là pour suivre le parti ou faire gagner un parti, etc., mais faire en fait gagner les idées de leurs électeurs tout simplement.
Ça me semble très logique. Pêle-mêle, une question, messieurs. Si on considère ce que l'on dit depuis tout à l'heure, qui est voilà, cette professionnalisation avec des hommes politiques, tout un appareil autour et la communication qui s'y ajoute, bien entendu, un gouvernement composé, je sais pas moi, de 20 à 40 personnes selon les chefs d'État depuis quelques années maintenant, comment est-ce qu'on peut justifier ça? Voilà, est-ce qu'un ministre de l'Agriculture face à un ministre de l'Économie, face à un ministre des Sports, on est bien d'accord que là on est dans la gratification de personnes à qui on donne des portefeuilles, plus qu'à une véritable volonté de structurer l'État, et derrière ça d'avoir des services qu'on n'est pas en train de balader de ministre en ministre finalement. J'ai un peu de mal avec cette théorie. C'est vrai que la question des portefeuilles est une question qui m'intéresse particulièrement parce que je trouve qu'elle est assez... elle a du sens, elle montre beaucoup sur, je pense, la volonté politique des gouvernants. Alors, je trouve ça assez intéressant, la manière dont c'est découpé. C'est aussi un jeu politique, hein, on le sait. Pour reprendre un exemple du dernier quinquennat, c'était la question d'un super ministère de l'Éducation nationale. Et de la culture éventuellement. Voilà, on pensait à ça notamment pour au choix Martine Aubry ou Ségolène Royal, c'était à un moment la question. Voilà, c'est aussi un choix politique là-dessus. Mais c'est vrai, c'est un moyen de placer des gens. Mais pas que, c'est aussi une aspiration. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable en disant que le politique a toujours raison, mais je pense qu'il y a aussi certaines fois une volonté politique qui était exagérée avec François Hollande au début et Jean-Marc Ayrault, où il renommait les ministères, et puis même vers la fin par ailleurs, où on cherchait dans le nom même des ministères une marque de volonté. On avait le ministère du redressement productif. Arnaud Montebourg au début du quinquennat, oui. Voilà, notamment. L'égalité des territoires, alors que l'aménagement du territoire signifie déjà une recherche d'égalité. Mais bon, voilà, ce sont des aberrations qui, après, font un peu le flop, puisque dans le cas d'Arnaud Montebourg, il a été remercié après 2 ou 3 années. Alors parlons... Ah, pardon, Marc. Oui, non. Parlons maintenant justement de la rémunération de toutes ces personnes. Oui, Marc? Bah non, non, mais c'est pas grave. Continue. Ah. Non, mais du coup, je risque de dire quelque chose qui après, si tu commences sur la rémunération. Alors vas-y, parle. Alors, je suis désolé, c'est de ma faute. Hugo parlait justement, vous parliez des ministres, et moi je pense que si on est dans une, parce que c'est des cartes en main, il faut proposer. Je pense qu'il faudra un président qui soit donc dans une forme de représentation, c'est-à-dire que n'importe quel type. Par contre, les ministres, selon moi, ils doivent être dans une phase de représentativité, c'est-à-dire que je considère aujourd'hui qu'un ministre de l'Agriculture qui n'a jamais mis les pieds dans le monde agricole ne peut pas représenter ce monde agricole. Au même titre que le ministre de l'Enseignement ne peut pas être représenté par quelqu'un qui est en dehors de l'enseignement. Il faudrait des grands chanceliers par thématique, des gens issus de... des gens qui sont issus de ça. Selon moi, c'est fondamental. Après, je précise que tout médecin ne fait pas un bon ministre de la Santé. Je crois que c'était Philippe de Non, mais Stocasy. toute personne n'étant pas issue du milieu médical ne fait pas non plus un bon ministre de la Santé. Ah, c'est sûr, mais je veux dire que c'est pas non plus un gage d'une certification de qualité pour un ministre d'être issu de ce milieu-là, parce que derrière un agriculteur, il lui faut par exemple, je pense, une certaine formation à la politique d'une certaine manière, ou à l'organisation de mouvements sociaux ou de choses qui a à voir avec la politique. Je pense que être ministre, ça ne s'improvise pas. On ne devient pas... J'aimerais pas qu'on me mette ministre demain. Je pense que beaucoup de personnes comme moi, auraient du mal à gérer la situation. Mais l'idée, c'est pas de gérer une situation, c'est d'être représentatif d'une envie du peuple. Si on va dans cette logique-là, donc l'idée c'est pas avoir des formations. Et je pense, quand on regarde, je regarde des fois les grandes gueules, je vous en ai déjà parlé. Quand tu dis les agriculteurs, je pense pas. Attends. Aux grandes gueules, il y a des agriculteurs, faut pas penser que c'est tous des bouseux. Hein. Ah, mais il y en a qui se démerdent très bien, et évidemment... Je prends le cas des agriculteurs parce qu'il a été pris par Nicolas. Non, mais oui, bien sûr. Non, je vais pas dire qu'ils vont arriver avec leurs grosses bottes et la boue collée, et puis... Je vais pas parler des agriculteurs. C'est moi, c'est ça que je disais, c'est moi. Non mais pour revenir, pour effectivement dire qu'on peut être un bon ministre de la Santé sans pour autant être un médecin ou quoi que ce soit, d'un autre côté, il est vrai que de voir certaines personnalités occuper 3 ministères différents en 5 ans, ce qui a déjà pu se produire,
c'est une aberration et que ça démontre bien qu'aujourd'hui, faire de la politique, c'est plus être un bon communicant et un bon partisan qu'être un véritable professionnel d'un secteur. Bon, messieurs, sur la partie rémunération, on le sait, ça revient régulièrement. Puisque les hommes politiques nous demandent de faire des efforts, pourquoi n'en font-ils pas eux-mêmes? C'est une aberration qu'ils soient payés aussi cher. Ce sont des mots qui reviennent régulièrement de la part des Français notamment. Hugo, quand on compare le revenu des représentants français par rapport à ceux de l'étranger, on se rend compte qu'on n'est ni les premiers ni les derniers d'ailleurs sur la grille. Oui, on a, bon, ok, les représentants en France sont assez bien payés. Le ratio est de 2 et quelques, je crois, par rapport au salaire moyen. Mais il est, voilà, c'est à peu près ce qu'il est au Royaume-Uni notamment. Mais par exemple, en Italie, le rapport est de 4 fois. Voilà, l'élu est payé plus de 4 fois le salaire moyen, donc la différence est beaucoup plus large. Alors évidemment, il faut faire des distinctions entre les élus. Un conseiller municipal, un député, un président de la République, un ministre ne touche pas la même chose. Et quand je parle de conseiller municipal, départemental ou régional, il dépend également aussi de la taille du territoire qu'il a à défendre, j'ai envie de dire, ou sur lequel il opère. Donc voilà, avec de grandes disparités entre les élus, bien entendu. Oui, les chiffres que je citais, qui sont issus d'une étude publiée dans Le Monde, concernent les députés. Les députés, évidemment. Mais c'est pas la question de la rémunération qui me dérange le plus. Je pense que les ministres sont pas outrageusement bien payés. Ils sont peut-être même parfois... ça me choque pas, un ministre. Mais ce qui me choque surtout, c'est le cumul des rémunérations et surtout leur retraite. Et leurs avantages annexes. Les avantages en nature, les avantages divers, évidemment, c'est-à-dire tout le personnel qui est mis à leur disposition éventuellement, la voiture, le chauffeur, voilà, etc. parce qu'il faut ajouter à ça le salaire de base est assez... un député de base gagne pas autant que ça, mais quand on ajoute, on arrive à 12 000 euros, ce qui est un train de vie assez... assez envieux. Peut-être un point d'accord finalement, lorsqu'on parle aujourd'hui de professionnalisation et de tout ce qui gravite autour des hommes politiques, c'est peut-être justement dans les cabinets et donc dans le personnel affecté généralement aux ministres ou aux députés ou aux maires que l'on trouve le plus cette petite ambiance un peu néfaste du travail, c'est-à-dire que d'un côté l'élu a à sa disposition des techniciens, employés de collectivités ou de l'État, et face à cela, l'élu qui est en tête a son cabinet avec ses référents, ses conseillers spécifiques, et c'est peut-être là-dedans, ces personnages politiques, souvent politisés d'ailleurs, que l'on a ce souci voilà, d'arbitrage un peu complexe et houleux. Oui, c'est vrai qu'il y a... et puis il y a cette multiplication des salaires qui fait qu'à un moment donné, la somme est assez haute, trop haute, et puis je pense que c'est là que le bas blesse avec le public et les citoyens de manière générale, c'est que cet écart, ce ratio, même il peut être plus haut dans d'autres pays, je citais l'Italie parce que c'est l'exemple en Europe le plus outrageux, je crois, et puis c'est un pays qui est assez proche de nous, mais les gens se sentent de plus en comment dire, éloignés de la politique parce qu'il y a cet écart de salaire, cet écart de mode de vie aussi. On dit qu'il y a une déconnexion entre les hommes politiques et les citoyens de l'un et de l'autre côté. Je pense que c'est en partie vrai à cause de justement de cette professionnalisation et de cette vie politique, cette vie qui n'est que politique. Alors, que faudrait-il faire? Et là, je me tourne peut-être vers Marc, puisqu'Hugo semble dire que, outre les avantages en nature, le salaire n'est pas mirobolant. Ça dépend. Est-ce qu'il ne faudrait pas, je posais la question autrement finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas aligner le salaire de nos élus, le revenu de nos élus, sur le salaire médian, le salaire moyen des gens de la population? Médian, oui. Médian, oui, je pense que c'est... Autant de personnes qui touchent plus que de personnes qui touchent moins. Oui, je pense que c'est déjà très bien. Je pense parce qu'on peut très bien se situer dans la tranche haute comme dans la tranche inférieure. Donc oui, le revenu médian, moi je trouve ça tout à fait intéressant. D'autant que c'est les économies d'échelle que vous faites. C'est-à-dire que quand vous avez un chauffeur, quand vous avez ceci, vous payez pas cela, vous pouvez manger gratos aux frais de l'État. Enfin, ça peut être compréhensible évidemment, mais
en raison de tout ce qui s'y passe à côté, c'est-à-dire de tous les avantages qu'ils ont en nature ou autre, comme tu disais, je trouve ça tout à fait logique qu'il n'y ait pas un salaire soit un salaire médian ou moyen comme vous préférez. D'autant que ce qui me dérange le plus, c'est pas forcément sur le fait accompli du travail, c'est plus sur la durée post-mandat. On sait qu'aujourd'hui, Giscard est d'un des présidents qui coûte le plus cher, il a un petit appartement par ici, il a des bureaux, etc. Stop! D'autant que même, ils sont des fois payés, je crois, pour siéger au Conseil constitutionnel, ça doit être ça, ils ne s'y rendent jamais, quasiment. Alors, il faut pas se foutre de nous. Donc, l'idée, ce serait évidemment de les payer s'ils font bien leur... Alors, moi, j'ai pas de problème à payer les gens plus cher s'ils font bien leur travail. Si les attentes sont là, c'est comme les avantages dans une entreprise, je ne suis pas contre. Je trouve ça plutôt bien. C'est tout à fait logique, il faut reconnaître le travail accompli. Sauf que là, en fait, il y a un salaire. Peu importe si vous faites bien ou mal, vous serez payé pareil. Or, nous, qu'est-ce qu'on risque? De se faire licencier, de perdre son boulot, de perdre son boulot, d'avoir plus ses avantages, d'être dans la merde. Eux, non, tout va bien. Et même après, ils peuvent gagner autant, c'est grave. Alors à quelques instants de terminer cette émission, je vous propose de faire une petite synthèse, voilà, des pistes de réflexion pour aujourd'hui concevoir notre vie politique. Alors, on va faire fi de notre proposition de tout à l'heure de ne faire qu'un seul mandat. Si on supprime cette idée pour voilà, dans l'immédiat avec le nombre de strates institutionnelles, ce ne serait pas possible. Bon, justement, ce millefeuille administratif, si pour réduire le nombre d'élus, on supprime le nombre de strates, le nombre d'institutions, la question pourrait se poser, le département, la région, est-ce qu'il faut mettre l'intercommunalité, avec le Grand Paris aussi à cette grande question, puisqu'il semblerait que le Grand Paris est rajouté au millefeuille administratif. Bref, si on supprime un peu de strates, donc on simplifie notre administration, on réduit notre nombre d'élus, ce qui fera forcément plaisir à Jean-François Copé, qui avait l'air d'avoir peur qu'il n'y ait plus suffisamment d'élus si jamais il ne cumulait pas. Si on donne aux élus les moyens d'agir en ne cumulant pas, en leur interdisant le cumul finalement, cela n'empêche pas d'être sur le terrain avec des mandats de conseillers, bien entendu, avec des permanences pour nos élus nationaux, les députés, mais ça permet aussi aux élus municipaux, par le biais des partis politiques, de jouer un rôle sur le plan national, qui n'ait pas peur. Je pense notamment à Gérard Collomb, le maire de Lyon, à Monsieur Gaudin, le maire de Marseille, qui sont des personnalités politiques sur le plan national, sans pour autant être à l'Assemblée nationale. Donc voilà, moi la proposition que je fais, c'est aussi de coordonner les rémunérations des élus en fonction de l'investissement et de leur présence, et en fonction de leur vie professionnelle, d'avoir un statut de l'élu qui fasse que vous ayez un certain niveau de rémunération, qui tienne compte du danger de quitter son boulot, et puis de devenir élu, puis de retomber dans le domaine public, j'ai envie de dire, enfin dans le domaine privé du coup, d'agir tel qu'on le fait avec le chômage aujourd'hui, ou quand on est au chômage, on a la possibilité, si on travaille, d'avoir moins d'indemnités. Bah voilà, comment concilier vie professionnelle et vie de l'élu, créer un statut qui fasse en sorte que si vous êtes élu juste temporairement, eh bien vous ayez de quoi vivre et de quoi ensuite avoir une sorte de retraite, c'est-à-dire un remerciement pour la période où vous avez cumulé, donc voilà, par le biais de cotisations sociales bien entendu. Et d'un autre côté, si vous êtes élu à plein temps, député, eh bien pouvoir vous en sortir dignement, bien sûr. Le non-cumul permet aussi de travailler des dossiers et de réduire son entourage, puisque si vous êtes maire à plein temps, eh bien vous avez d'autant plus de possibilités de travailler vos dossiers, donc ça ce serait un avantage. L'élu, son tour de technicien savant sur les dossiers, mais les cabinets, on pourrait dire qu'ils nuisent un petit peu à la démocratie, donc voilà, supprimer un petit peu de ces cabinets, le non-cumul le permettrait. Marc, est-ce que c'est une bonne synthèse ça, ou est-ce qu'il y a un truc qui gêne là-dedans ? Non, c'est une bonne synthèse, mais il y a des manques, enfin selon moi. Je rajouterais deux choses, alors ça c'est un additif pour le coup. Je rajouterais deux choses, c'est qu'évidemment on soit dans une logique de représentativité au niveau des ministres, ça on l'a dit tout à l'heure, qu'on soit aussi dans une logique peut-être de citoyenneté peut-être
peut-être dans l'Assemblée nationale, ça peut être possible, ou qu'il y ait au moins une vaste répartition, que les gens qui sont censés parler au nom de la nation soient des gens qui parlent au nom de la nation et non pas en suivant une ligne politique de leur parti, ce qu'on a dit d'ailleurs dans le cas de la Fronde, des frondeurs qui sont tout de suite taxés de tous les noms parce qu'ils ne suivent pas la ligne du parti. Oui, mais si les populations l'ont élu pour ce qu'il est ou ce qu'il représente, c'est tout à fait logique qu'ils ne suivent pas la ligne du parti. Autre chose, il faut concevoir le cumul des mandats comme quelque chose d'antinomique d'un point de vue théorique, bien que certains s'en offusquent, il faut réduire ça d'un point de vue tout à fait théorique et même pratique, parce que la distance fait que, la conception de la politique au niveau national et local n'est pas la même chose. Donc, bon, j'émets quelques réserves sur les conseillers municipaux, quoique, bon, ils n'ont pas la tâche qu'ont certains maires. Et puis enfin, dernière idée que j'ai envie de mettre en avant, c'est-à-dire que peu importe les gens qui soient des professionnels dans la sphère publique attachés au monde politique, le but n'est pas de savoir s'ils sont nombreux ou s'ils sont peu nombreux, le fait de savoir s'ils ont de l'influence ou non, le fait est de savoir s'ils servent ceux pour qui ils sont censés travailler, à savoir les représentants du peuple, dans sa diversité la plus totale, et qu'ils aient enfin une conception, une vision de la politique qui n'est plus une vision urbaine, c'est-à-dire une vision qui est centrée sur la ville, dans leur localité. C'est ça le grand enjeu, si vous voulez, de l'Assemblée nationale, c'est même si on peut avoir un ancrage local, ne pas avoir tendance à localiser sa vision de la nation. On voit aujourd'hui, notamment avec la question, par exemple, des banlieues, certains parlent de discrimination, certains parlent de ceci, de cela, alors qu'ils, en fait, quand on parle même de certains débats de l'islam, on a une vision totalement banlieusarde de la question et non pas une vision périphérique. Je rappelle qu'avec l'Espagne, la France est le pays le moins peuplé d'Europe et qu'il y a un territoire rural très important, etc. Donc il faut avoir une vision globale. Mais le risque, encore une fois, c'est de ne pas localiser, de ne pas régionaliser la question à l'Assemblée nationale, qui est une question avant tout nationale. Eh bien, en tout cas, il y a du boulot, mais on notera effectivement que si cela se mettait en place, il faudrait adapter toutes ces procédures aux différents postes et faire en sorte peut-être que le mandat de député ne soit pas un mandat supérieur. Donc voilà, faire en sorte qu'un député soit aussi bien payé ou autant payé qu'un maire d'une grande ville. Voilà, que tout ça soit équitable. Et il y a plein de choses à prendre en compte. À noter quand même que le compte d'activité qui vient d'être mis en place ce jour prend un petit peu voilà, la hauteur de l'investissement, que ce soit le bénévolat, l'engagement des gens dans la vie citoyenne à travers différentes actions. Aujourd'hui, on pourra gagner du temps de formation lorsque l'on est bénévole, lorsqu'on s'investit dans une association, parce qu'il n'y a évidemment pas que la politique, il y a aussi les associations, le bénévolat et tout ce qui est de l'ordre de l'engagement citoyen. Et puis la grande question, c'est bien sûr de définir les seuils, les niveaux de rémunération de nos élus. On l'a vu avec cette question, le salaire médian ou non. Voilà, plein de bonnes questions. Une polémique pour terminer, c'est Henri Guénaud qui lui gagne 5100 € par mois et qui juge qu'il a du mal à joindre les deux bouts. Je caricature légèrement ce qu'il a dit, mais voilà un petit peu une polémique. Il n'arrive pas à mettre de côté, dit-il. Et puis Gérard Collomb, le maire de Lyon, dont je parlais, qui gagne 4000 €, voilà pour quelques indices. Marc, tout à l'heure tu disais c'est révoltant à propos de certains hommes politiques et de certains personnages importants de ce pays. Je pense que c'est le mot qui va ressortir après cette polémique. Oui, c'est révoltant. Ceci dit, 5100, c'est pas un niveau énorme en ce qui concerne Henri Guénaud ou même 4000 € pour Gérard Collomb, mais ce sont des niveaux qui paraissent très impressionnants pour les gens de manière générale lorsqu'ils entendent ça à la télé. Oui. Et puis d'autant... Pardon. Tu le dis si Pardon, tu veux aller te coucher. Non, d'autant que c'est aussi ce qu'entoure, c'est-à-dire que c'est 5100 net, sans compter les avantages qu'on peut avoir à côté, comme on l'a déjà dit. Et puis, oui, c'est révoltant, mais en même temps, c'est attristant, parce que on se dit que ces gens qui sont censés nous servir, qu'on peut avoir des mandats ou autres, ce sont des gens pour lesquels 5100 €, c'est difficile à joindre les deux bouts, c'est difficile. On se dit, mais qu'ont-ils de représentatif du peuple dans leur globalité? Quand on sait le revenu médian, etc., quand on fait des calculs un petit peu savants comme ça, on se dit que
pour considérer que 5000, ce n'est pas beaucoup, en sachant les avantages qu'ils ont en plus, qui du coup peut peut-être les amener déjà avec des avantages à 10 000 Bien euros sûr. par mois sans Mmh. souci, on se rend compte de la supercherie de la représentation. Parce qu'en fait, enfin, si, oui, on se rend compte de la supercherie de la représentation, qui n'est pas du coup la représentativité. C'est la grande différence, et ce cas l'illustre à merveille. Et on est entre le dépit, la tristesse, la colère, et tout ça, en fait, regroupe la politique d'aujourd'hui, malheureusement, la politique politicienne. Eh bien, merci beaucoup, Marc. Fin de ce premier numéro de Descartes en main pour cette année 2017. Merci, Marc. Merci à Hugo qui nous a accompagnés pendant cette émission et qui a dû nous quitter plus rapidement. On en souhaite plein d'autres d'émissions de Descartes en main. On espère vous avoir éclairé ce soir et vous avoir mis quelques puces à l'oreille. Bonne soirée à tous, bonne année et à bientôt. Bonsoir. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Partagez l'émission sur Facebook et Twitter. Retrouvez-nous sur YouTube